Bonjour, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Je vous présente sans plus attendre notre invité qui est Claude Sicard, qui est docteur en économie et spécialiste des problèmes de développement. Et vous dites en substance dans ce livre que l'on va voir à l'écran, qui s'intitule « L'islam au risque de la démocratie », paru chez François-Xavier de Guibert, vous dites en substance « La démocratie reste un combat majeur dans le monde musulman à cause des religieux, à cause des chefs d'État qui se retranchent derrière l'observance de l'islam pour protéger la pérennité de leur pouvoir. Et vous dites aussi, les peuples, eux, y aspirent à la démocratie, mais aussitôt vous constatez que ceux qui n'ont pas les moyens de s'ouvrir vers l'extérieur ne comprennent pas qu'on leur parle de démocratie. Alors, ma première question est la suivante. Y a-t-il un malentendu fondamental, avant de parler de compatibilité, y a-t-il un malentendu fondamental entre les termes même de démocratie et d'islam ? Bien, écoutez, pour les musulmans, démocratie est en fait un terme suspect, c'est un terme qui tout de suite a une résonance de colonialisme, ça vient de l'Occident, et ils ont par réflexe, par nature, tendance à se méfier de ce terme. Même ceux qui ont fait la révolution, c'est en dernier, en Tunisie ou en Égypte. Ceux qui ont fait la révolution, il faut les voir comme des gens qui sont ouverts sur l'Occident et qui se sont déjà détachés de l'islam, qui sont, pour aller rapidement, si vous voulez, sur un islam réformé. Le problème, si vous voulez, c'est que ces jeunes qui ont fait la révolution et qui sont instruits et qui sont nourris par les médias occidentaux, et la bourgeoisie, je prends le cas de la Tunisie, sont des gens, si vous voulez, qui sont sur un islam réformé. Mais lorsque l'on fait une consultation électorale et que, comme on le fait en démocratie, on interroge absolument tout le monde, on voit que c'est quand même une majorité fidèle à l'islam qui l'emporte. Alors, peut-on penser un islam réformé, et si oui, que signifie-t-il ? Je cite un passage de mémoire de votre livre. Vous faites allusion à un politologue allemand d'origine égyptienne qui s'appelle Abdel Samad et qui se prononce, lui, je cite, pour un islam des Lumières, sans la charia, sans le djihad, sans prosélytisme, sans inégalité entre femmes et hommes. Et à ce moment-là, que reste-t-il de l'islam ? On est tenté de vous demander. Alors, oui, vous avez raison. Est-ce que l'islam ne devient pas le christianisme à ce moment-là ? Oui, l'islam est resté, dans la plupart des pays, ce qu'il était au 7e siècle. Il a failli y avoir une évolution avec les Mutazilites au 9e ou 10e siècle, et cette évolution a été ensuite complètement étouffée par le handball et par le handballisme. Donc l'islam est resté, si vous voulez, sur la lecture littérale du Coran. Où est passé justement le rayonnement culturel des sociétés arabes et musulmanes, comme on les a connues par exemple dans le sud de l'Espagne? Est-ce qu'il y a là un étouffement de ce rayonnement culturel par l'observance de l'islam? Absolument. Vous savez que les Mutazilites et puis ensuite Averroès, si vous voulez, ont été contrés complètement par handball, et l'islam s'est fermé. Tous les historiens vous diront que l'islam s'est complètement fermé et que est resté à ce moment-là, si vous voulez, à l'islam tel qu'il a été à l'origine. Et ce que font les réformateurs actuellement, c'est en fait de revenir à ce que voulaient faire les Mutazilites au 9e et au 10e siècle. Qui sont ces réformateurs dont vous parlez ? Bien écoutez, il faut considérer qu'il y a trois façons de réformer l'islam. Oui. Il y a une première façon, c'est de textualiser le Coran. C'est-à-dire, au fond, la parole de Dieu a été révélée aux hommes en Arabie, dans un monde qui avait une certaine sociologie. Ce qu'il faudrait, c'est retrouver le vrai message de Dieu dans le monde moderne. Ça s'appelle textualiser le Coran. La deuxième manière... C'est-à-dire le transposer de l'époque où il a été écrit à la nôtre. Considérer qu'il a été révélé à ce moment-là d'une certaine façon pour que les hommes de cette époque-là le comprennent, le message. Maintenant, ils voudraient donc, ces réformateurs, retrouver le message dans le monde moderne. La deuxième manière de réformer l'islam, c'est de considérer que le Coran n'a pas été incréé, mais qu'il a été créé. Alors ça, c'est évidemment... Alors, c'est-à-dire C'est-à-dire que, ça c'est très important. Mahomet a dit que les prophètes qui l'avaient précédé étaient des prophètes qui avaient été inspirés par Dieu. Donc un prophète qui est inspiré par Dieu ne révèle pas un message parfait.
Tandis que lui a eu l'insigne honneur d'avoir directement la parole de Dieu. Donc il dit, c'est moi qui ai le message véritable et absolument parfait de Dieu, et vous qui êtes les fidèles, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, de prophètes qui ont simplement été inspirés, vous devez me rejoindre parce que le vrai message, c'est le même message, mais c'est moi qui ai le vrai message. Vous avez eu des messages qui n'ont pas été parfaits. Je dirais c'est presque la prétention impérialiste de chaque religion, ce que vous nous décrivez là. Oui, ce n'est pas propre à l'islam. Non, l'islam s'inscrit donc dans la lignée des religions monothéistes abrahamiques. Et c'est le même Dieu. Du reste, Jean-Paul II, à un certain moment dans ses discours, nous a dit que nous avions le même Dieu, chrétien et musulman. Et puis alors, la troisième façon de réformer l'islam, c'est de faire une espèce d'islam à la carte. C'est-à-dire, au fond, on dégage du Coran certains éléments qui paraissent démodés. Voilà, il y a trois voies différentes. Alors, est-ce que l'on peut, justement, à partir de ce que vous dites, et à partir des événements récents dans certains pays arabes, est-ce qu'on peut imaginer une sécularisation de l'islam telle que le christianisme l'a connu en Occident? Alors, pour qu'il y ait sécularisation, il faut qu'il y ait un leader. Il faut qu'il y ait un leader qui ait un passé glorieux et qui puisse avoir un charisme extraordinaire pour opérer cette mutation. La Tunisie l'a eu avec Bourguiba. Bourguiba a essayé de faire progresser l'islam. Il a dit à son peuple qu'en tant que chef de l'État, d'un État musulman, il avait le droit d'avoir sa propre lecture du Coran. Donc il a fait une transformation très importante, le statut personnel, où il a porté la femme au même niveau que l'homme, ce qui dans l'islam est déjà quelque chose de considérable. Il s'est attaqué à un des piliers de l'islam qui est le ramadan, le jeûne du ramadan. Il a essayé d'éliminer de l'islam le jeûne du ramadan. Et il s'est montré à la télévision buvant un jus d'orange en pleine journée de jeûne. Alors, encore une fois, que reste-t-il de l'islam lorsqu'on procède à des encoches, à des entailles de la sorte? Eh bien, écoutez, il peut rester les valeurs, il peut rester certaines pratiques, mais personne n'a encore défini cet islam qui serait un islam adapté à notre monde moderne. C'est pour ça que moi, dans d'autres travaux et dans d'autres cercles, j'ai proposé, au niveau de l'Europe, que les musulmans nous définissent une charte de l'islam européen. Et normalement, c'est possible, parce que des musulmans qui vivent dans des pays étrangers où ils sont minoritaires ont parfaitement le droit, d'après le droit coranique, de ne pas respecter tous les interdits du Coran, toutes les contraintes que fixe le Coran. Ce serait donc extraordinaire que les musulmans que les intellectuels musulmans s'accordent avec les religieux pour élaborer un guide de l'islam européen, qui serait un islam qui est moderne. Et je pense que c'est une voie extrêmement importante qu'il faut travailler pour. Le Conseil de l'Europe devrait s'occuper de cette affaire-là, parce que ça mettrait tous les musulmans européens à l'aise, alors qu'actuellement ils font le grand écart entre leurs croyances religieuses et leur nécessité de s'adapter à nos règles démocratiques. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez également d'autres pays, comme la Turquie ou l'Indonésie, voilà, ce qu'il faut comprendre, où il y a là des formules. Voilà. D'ailleurs, je vous trouve assez indulgent vis-à-vis des formules de l'islam dans ces deux pays. Eh bien, écoutez, il faut savoir, si vous voulez, que deux pays musulmans sont démocratiques, sont considérés comme démocratiques, l'Indonésie et la Turquie. Et il faut expliquer pourquoi. Puisque par ailleurs, j'explique que les autres pays ne le sont pas. Le droit de vote. Pardon ? La démocratie, ce n'est pas que le bulletin que l'on met dans l'urne. Mais ce n'est pas moi qui les considère comme démocratiques, le monde entier les considère comme démocratiques. L'Indonésie, pourquoi ? C'est parce que personne ne le dit, personne ne le sait. Ils sont sur un islam réformé. Voire même, si vous voulez, un islam avec, par exemple, Mohamed Abdou, qui est un des grands réformateurs du XIXe siècle, qui considérait que le Coran n'est pas incréé, mais qu'il a été créé. Donc, à partir du moment où le Coran a été créé, on peut se livrer à des interprétations. Ce n'est plus la parole de Dieu. Donc, l'Indonésie, retenons, est à 80% sur un islam réformé. Il y a 20% des gens qui sont sur un islam classique, et c'est eux qui se manifestent parfois violemment, comme on le voit. La Turquie, il ne faut pas parler de la Turquie aujourd'hui sans se référer
à ce qu'a fait Mustafa Kemal. Mustafa Kemal a en fait dit le plus grand mal de l'islam. Il a dit que l'islam avait été la cause de la décadence de l'Empire ottoman. Et il a voulu encaserner l'islam. Il a proclamé, vous savez qu'il a débouté le califat, il a proclamé immédiatement la République et il a imposé à son peuple le droit civil suisse, le droit commercial allemand, le droit pénal italien. Et à ce moment-là, si vous voulez, la législation a été faite à partir de ces éléments occidentaux. Aujourd'hui, la Turquie d'aujourd'hui a une forte propension à reprendre, j'allais dire, des tendances lourdes et archaïques de l'islam. L'AKP donc succède finalement sur le plan politique à Mustafa Kemal. Donc ils sont sur une organisation de la société où l'islam est encaserné. Et on dit et on voit que l'AKP a un petit peu tendance à faire revenir un petit peu l'islam dans la société. Mais vous savez que ce sont jusqu'ici les militaires qui ont tenu la barre du kémalisme. Et ils ont fait plusieurs révolutions pour cela. Mais maintenant, le pouvoir des militaires vient d'être éradiqué parce que ça n'est pas démocratique et la Turquie, voulant rentrer dans l'Europe, a fait ce qu'il fallait pour museler les militaires. Et maintenant, l'AKP est tout à fait libre. Et on ne sait pas quelles sont les intentions véritables de l'AKP. Merci Claude Sicard, où l'on voit aussi que la laïcité ou le sécularisme, parfois quand il est imposé, donne le résultat inverse. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Monsieur Sicard. Quant à vous, chers téléspectateurs, immédiatement d'autres infos, elles suivent tout de suite. Merci.